عن حبه لوطنه والإعلان عن المخاطر التي تترتب عن منهج خاطئ. لقد حلم بجزائر سعيدة راقية ومتآخية. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الحمد لله. لقد نال هذا الغبن من صحة الشيخ، لقد أنهكته الحجرة. لقد كانت صحته قبل المحنة جيدة، مات ضحية لمحاصرة عنيفة استعملت فيها قوة الدولة، وصلت إلى درجة الكراهية والحقد. والحقد من حيث جوهره أعمى لا يعطي للعقل قيمة. في يوم 24 أبريل سنة 1975 توفي الشيخ محمد المهدي بن تونس طيب الله ثراه في بلدة تونين خير الدين حاليا بولاية مستغانم، وانتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، وفاضت روحه الطاهرة إلى لقاء ربها، وقد بلغ رضي الله عنه من العمر 47 سنة كاملة. Cheikh El-Mahdi, lui, a, à mon avis, en gardant les mêmes objectifs que son noble père, s'est intéressé à l'Occident, où il a très bien réussi, ainsi que sur le continent africain. La rencontre avec le Cheikh Sidi Hadji Mehdi est un chemin très particulier. Il a commencé par la connaissance de l'existence de la tariqa alawiya. Et cette connaissance de l'existence de cette tariqa a été faite par le biais de la revue Les Amis de l'Islam. Donc vers les années 50, j'ai pris connaissance de cette revue. Et j'ai été très touché par tout ce que cette revue racontait sur l'islam et la fraternité islamique. J'étais à l'époque au lycée et au collège. Et j'ai suivi cette revue et je correspondais avec les Amis de l'Islam. Et c'est Sidi Abdel Reda en général qui répondait. Alors après mon bac, en 1954, je suis allé poursuivre mes études en France.
J'ai été donc au lycée Victor Hugo de Besançon pour faire ma classe de mathématiques supérieure. Je continuais toujours à correspondre avec les amis de l'islam. Et Sidi Abdallah Reda, à l'époque, c'était en 1954, avait pris contact avec les Fokaras de Suisse et les Fokaras de Morée. À l'époque, les Fokaras de Suisse et de Morée se retrouvaient chez Sidi Mohamed Akli, assez souvent les week-ends. Et alors Sidi Abdelrahman, Daniel Girardi, qui était fakir en Suisse, a pris contact avec moi. Il m'a écrit pour me dire que les Fokaras se réunissaient chez Sidi Mohamed Akli et que si j'étais intéressé, il pourrait venir me prendre. Alors donc, j'ai répondu positivement. C'était les vacances de Noël. Donc mon premier contact a eu lieu à cette époque-là avec les Fokaras de Morez. Et on a passé toute la nuit à faire le sama, à faire le Morakara. Et je suis sorti avec une empreinte très forte de la terre. Et depuis ce temps-là, avec les moyens, quand j'avais le temps, j'y allais. Avec l'aide de Sidi Abdelrahman, qui m'a beaucoup aidé à poursuivre les contacts. Et donc on a fait les réunions en Suisse et à Morée. Pendant l'été 1955, c'était mes premières vacances en Europe et en France. Et je devais rester en France pour mes vacances parce que c'est tous les 2 ans que nous avions la possibilité de retourner chez nous. Alors entre-temps, j'ai écrit à la Zavia et je leur ai dit que je voulais venir passer mes vacances là-bas. Alors je lui demande les conditions, ils m'ont dit vous êtes chez vous, vous serez chez vous, vraiment vous êtes un frère, il n'y a pas de problème. Alors j'ai pris mon billet et je suis venu passer des vacances de 6 semaines à la Zavia. En tout cas, ce que je dois remarquer, d'abord ce qui m'a impressionné, c'est l'autorité naturelle du Cheikh Sidi Hadji Malick. Il a imposé, il ne cherchait pas, mais c'était une autorité naturelle. Un regard très perçant, mais qui laissait transparaître la détermination et en même temps l'humilité. C'est extraordinaire. Il n'a pas cherché à me convertir, à me faire de moi un fakir. Il n'a pas cherché, il n'a jamais posé la question de savoir si je voulais devenir fakir. Et c'est moi qui ai insisté pour avoir l'attachement. Et il m'a donné effectivement l'attachement l'après-midi de juillet, après la prière d'Asr, dans la Sahara, tout à fait. Voilà donc ma première rencontre avec le Cheikh. Et c'était fort. Donc quand il part en Angleterre, en France et en Suisse, il ne fait au fait que relier le monde occidental au monde oriental, les 2 rives de la Méditerranée. Mais en même temps, avec sa jeunesse, en même temps, avec son idée d'ouverture, il va attirer vers lui des Européens qui étaient en quête de spiritualité. Il va y avoir plusieurs zawiyas qui vont s'ouvrir à Paris, en Suisse et ailleurs. Mais nous savons toujours que aucun livre ne peut donner véritablement une idée de ce que nous allons ensuite concrètement découvrir. Donc, à une époque de mon existence, j'avais lu un certain nombre d'ouvrages de René Guénon, Fridtjof Schuon, Titus Burckhardt, et j'avais compris qu'il existait dans l'islam cette tradition mystique. Et je n'avais pas beaucoup approfondi. Et puis, depuis mon adolescence, j'ai toujours senti qu'il y avait eu un immense malentendu dans la rencontre des civilisations, le gâchis culturel de la colonisation, l'incompréhension, et j'étais très attiré par... Je n'avais pas le sens de supériorité qu'avaient les Occidentaux à l'époque qui se sentaient investis de la mission d'apporter la civilisation au reste du monde. Et j'étais très attiré vraiment par
l'art, les cultures, je souhaitais, voilà. Ça, c'est un aspect. Et j'avais épousé une Algérienne, la communauté juive d'Alger, et donc j'avais quelques raisons de me rendre en Algérie. C'était avant 1962. Et en même temps, j'avais depuis longtemps découvert la méditation et découvert des témoignages de sagesse vivante très très convaincants pour moi en Inde, et j'avais tourné un film. Et dans cette Algérie déchirée déjà, c'était 1960, il y avait encore les conférences de connaissance du monde, en tout cas à Alger et à Oran. Et j'avais dit, je vais présenter ce film qui était ce que j'avais de plus précieux pour moi en Algérie. Voilà l'idée de départ. Donc j'ai présenté le film sur la sagesse hindoue, et à la fin de la représentation, un médecin, je ne me souviens plus son nom, m'a dit, est-ce que vous avez entendu parler, vous savez ce que c'est le mot soufi? Je lui ai dit oui. Eh bien, je suis rattaché à une confrérie soufie, est-ce que ça vous intéresserait de faire une rencontre? J'ai dit oui tout de suite. J'étais donc avec ma première épouse juive de la communauté juive d'Algérie. Et il nous dit, écoutez, je prends sur moi, je vais vous faire conduire dans une ambulance. C'est une certaine protection, parce que c'était pas... bon, prenez toujours un petit risque. Et le chauffeur va vous conduire là où j'ai mon maître. Je ne me souviens plus le nom de ce médecin. Donc nous arrivons dans cette Algérie douloureuse, Mostaganem, Tijlit. Nous sortons de la voiture, des enfants très chaleureux, souriants, se précipitent, comprenant immédiatement pourquoi nous venions. Et nous sommes introduits à la Zaouïa. Il y avait un Français qui avait presque l'apparence d'un arabe, mais qui était français, converti à l'islam, qui traduisait. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. D'abord, beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce que vous avez rencontré en Inde? Un réel, de la part du Shir, un réel intérêt pour ce que j'avais. Alors, déjà, ça, c'est inhabituel. Quelqu'un qui a un esprit ouvert et qui, malgré sa connaissance, son accomplissement, s'intéresse comme ça. J'ai l'occasion d'entendre. Et il y avait l'intérieur de l'enceinte de la Zaouïa, c'était le ciel, un îlot de ciel dans l'horreur de ces haines entre Français et OAS, comme on disait à l'époque, et puis le mouvement d'indépendance. C'est un souvenir très fort. Je disais, bon, là, je rêve pas quelque chose. Et à un moment, mon épouse, Denise, comme par honnêteté, avec un vieux fond de judaïsme algérien, dit « Mais est-ce que vous avez fait traduire, est-ce que le Shir a bien compris que je suis juive ?» Il a regardé, il a dit « Oh, quelle parole qui vient gâcher la perfection de ce moment !» Je me souviens de cette traduction, c'était « Comment vous pouvez dire ça ?» Comme si ça... Ça, c'est un souvenir aussi. Encore une fois, je crois que c'était une enquête, il y a un reportage d'été sur la société. Les Alaouiens, à l'époque, déjà, le niveau d'organisation qu'ils avaient atteint a commencé, encore une fois, à attirer sur eux des regards qui n'étaient très probablement pas tous sympathiques. J'ai rencontré des adeptes de Zaouïa, l'Alaouia de Mostaganem, des femmes et des hommes qui parlaient le français, qui parlaient l'anglais, qui parlaient l'espagnol. Je les ai rencontrés à New York, je les ai rencontrés à Mexico, je les ai rencontrés au Venezuela. J'ai pu comprendre et mieux mesurer, si vous voulez, que dans le monde, dans la vie, il y a des personnes qui partent en quête de quelque chose qu'ils n'ont pas
dans leur propre culture, ou même s'ils sont musulmans, dans leur propre pratique, et qui vont à la recherche de quelque chose d'autre. Et ces gens, parmi eux, certains l'ont trouvé عند Cheikh Mahdi Ben Tounes, à l'époque, chez son fils aujourd'hui, عند Zawiya al-Alawiya. Et cette quête, qui est une quête générale, qui est une quête permanente, qui est une quête de tous les hommes et toutes les femmes de la planète, parce que ce que j'ai vu, c'était des Mexicains, ou des Vénézuéliens, ou des Américains qui n'étaient pas musulmans, enfin qui n'étaient pas arabes. استسلموا جاوا للزاوية شافوا حاجات أخرى. Aujourd'hui, ça paraît une chose naturelle et normale que les gens, beaucoup de gens, partent à la recherche de quelque chose qu'ils n'arrivent plus à trouver dans leur propre vie. Tout cela veut dire, à mon avis, que en 1968, l'Algérie n'a que 4 ans de vie souveraine. L'Algérie est guidée, menée par des hommes blessés qui ont connu toute la dureté du monde, et des hommes et du colonialisme, et qui avaient envie de bâtir une nation, et qui avaient peut-être peu de temps. Toutes des idées aussi sophistiquées que celles du soufisme ou d'autres choses. Donc, très probablement, et ça c'est un point de vue personnel, ce que ces gens-là, que je respecte bien sûr à l'époque, ne pouvaient pas comprendre, ils pouvaient penser que c'était un danger et que ce danger, il fallait l'écarter. Et un beau jour, on me dit le shir va venir. Moi, j'avais vu des photos, on en parlait beaucoup, etc. Et on m'a demandé de faire le chauffeur, d'aller chercher le shir. Je suis parti à l'aéroport de Genève avec Yamina Lili, donc l'épouse d'Abdullah. C'était en quelle année? Oh, ça devait être en 54. Non, plus tard. Non, c'était plus tard. C'était on avait déjà en tout cas une. Et puis on a débarqué à Cointrin et je l'ai conduit jusqu'à Lausanne. Et puis voilà, c'était mon premier contact de voir cet homme imposant. On a constaté, on a dit il n'y a pas très longtemps, il ressemble au Dalai Lama, ou le Dalai Lama ressemble au Cheikh Hadj el-Mehdi. C'est juste pour vous dire la stature qu'il avait. Et entre autres, à Genève, il se déplaçait toujours habillé à l'algérienne. Il a dit « Je veux que les gens me voient comme je suis ». Pas de mascarade, rien du tout. Je suis comme ça et je me promène comme ça. Et une fois l'attachement pris, je crois que c'est là, au moment où on s'est serré la main, c'est là que je l'ai ressenti, la force intérieure, spirituelle de l'homme. D'avoir pris conscience que, à part la vie qu'on mène, il y a une autre vie.
Thank you.